Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est à nos côtés, le président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes dirigeant associé de Vital Épargne. Parmi les faits marquants de l'actualité de ce début de semaine, donc les crises européennes avec... Pour commencer, une crise énergétique qui s'intensifie, puisqu'au moment où on se parle, Gazprom a confirmé qu'il n'y aurait pas de retour d'approvisionnement en gaz à travers Nord Stream 1, qui est en cours de maintenance jusqu'à jeudi. Les officiels européens sont en train de préparer le terrain également pour prévenir qu'effectivement, il n'y aura sans doute pas de retour de gaz russe à compter de jeudi. On a une crise politique en Italie. Tout ça donne quand même un terrain fertile pour une crise économique. Et dans ce contexte, la BCE va relever ses taux pour la première fois depuis 11 ans ce jeudi. La question est un peu brutale, mais est-ce que l'Europe est en train de rentrer un peu plus profondément dans une forme de nouvelle crise souveraine, institutionnelle, telle qu'on l'a connue il y a plus de 10 ans derrière ? Je pense que l'Europe est toujours dans une situation assez inconfortable entre les différents blocs politiques, économiques, et qu'en plus, on a une gouvernance qui est assez singulière au sein de l'Europe. On voit que le gouvernement italien va subir un vote de confiance, donc il n'est pas encore tombé, c'est mercredi. Si le mouvement 5 étoiles ne le vote pas, on sera dirigé vers des élections anticipées, mais je crois qu'en moyenne, le gouvernement Draghi a tenu à peu près la moyenne des 30 derniers gouvernements. Enfin, donc il est dans la moyenne. 18 mois, il est arrivé début 2021. Voilà, il est dans la moyenne aussi. Alors, bon, oui, effectivement. 70 gouvernements et plus depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça. On se console quand on se compare, mais objectivement, les mêmes sujets reviennent inlassablement parce que nous sommes des pays différents. Alors je laisse de côté la crise énergétique qui est liée à une crise géopolitique majeure dont je suis ni acteur ni juste un commentateur, mais oui, tout se conjugue pour que les Européens soient mis en grande difficulté parce qu'ils ne sont pas indépendants énergétiquement, ils ont des zones de fragmentation financière et qu'on a une BCE qui, historiquement, monter les taux en juillet, c'est pas une très très bonne idée, 2008-2011, même si le scénario est un peu différent. Donc rendre tout plus cher, c'est pas très évident dans une situation économique qui se dégrade. Pas dans des proportions gigantesques pour l'instant. Je pense que le risque, c'est plutôt l'hiver prochain, parce que là, tout va se conjuguer. Donc, si on n'a pas réussi à traverser ce mouvement de hausse des taux, d'un autre côté, quand on voit le mouvement des taux 10 ans, par rapport au pic d'il y a quelques semaines, voilà, ça s'est un peu calmé. Les spreads de crédit ont arrêté de monter. Donc, en tout cas, du point de vue des marchés financiers, en fait, la lecture est peut-être pas aussi pire. Comme on dit en Savoie, que la situation économique ou médiatique. Oui, mais si les taux rebaissent, c'est parce que le marché anticipe quand même des dégâts et des dommages économiques importants. Mais c'est un fonctionnement, j'allais dire, logique. Stabilisateur. Si les taux avaient monté très fortement avec une conjoncture économique qui se dégrade, là, rajouter de la crise à la crise. Là, on est dans un pré-crack. Financier et économique. Donc je dirais que ça fonctionne comme, entre guillemets, ça devrait fonctionner. Bon, c'est pas une situation idéale, mais les marchés actions ont déjà aussi quand même pas mal montré la correction, la prime de risque, ce qu'il fallait anticiper. On attend maintenant les résultats des entreprises qui pourraient peut-être, par-ci, par-là, mettre un peu de baume au cœur aux investisseurs. On va y venir, mais quand vous regardez globalement les marchés européens, les actifs européens, crédits, devises, actions, vous dites le niveau de prime de risque est déjà important au regard de toutes les crises qu'on traverse. Sur la devise, je crois qu'on est à un niveau quasiment record, parité plus. Oui, mais est-ce que c'est une... Je ne sais pas si c'est une prime suffisante, moi. Après, comme on a un différentiel de taux d'intérêt très important, ça joue aussi. Non, les actifs européens sont déjà bien décotés. D'accord. Après, c'est l'image du couteau qui tombe. Jusqu'où on peut le rattraper? Est-ce qu'on attend qu'il se plante dans le plancher? Moi, je crois vraiment que si les résultats des entreprises sont très mauvais, entre guillemets, beaucoup de révisions, là, il y a une autre jambe de baisse. Mais je pense qu'il y a des secteurs qui vont s'en tirer. Les secteurs énergétiques, alors je ne parle pas des fournisseurs d'énergie. On a bien vu avec Uniper qui est obligé de faire un prêt à la KfW de 2 milliards, parce que là, il va y avoir vraiment un vrai sujet. Mais les sociétés pétrolières, on en parlera peut-être, l'aéronautique. Enfin, il y a pas mal de sociétés qui peuvent surprendre positivement. Est-ce que ça équilibrera le sentiment? C'est pas sûr, parce que le sentiment est quand même assez négatif. Et puis en plus, stratégiquement, beaucoup de vos confrères gérants
attendent justement une avalanche de mauvaises nouvelles pour finir de nettoyer le marché d'une certaine manière et pouvoir revenir plus tranquillement une fois qu'on aura eu une forme de capitulation. Oui, on attend, mais enfin, il y a les flux qui tombent tous les jours. Exactement. Et en ce moment, je crois qu'ils sont plutôt sortants. Donc, on verra dans quelle mesure les résultats peuvent venir soutenir peut-être le sentiment de marché qui est négatif. Du côté des entreprises, ça va quand même... Alors, bouleverser les business models, j'en sais rien, mais ça va quand même obliger à opérer dans un environnement de contraintes un peu plus structurelles. Et là, c'est peut-être le lien qu'on peut faire avec le marché boursier, les résultats qui arrivent, etc. Mais cette phase d'efficacité ou de sobriété accélérée, elle va quand même, j'imagine, avoir un coût pour tout le monde. L'effort doit être collectif, et y compris pour les entreprises. Mais en fait, dans ces histoires de crise et de coûts, il y a toujours des opportunités. C'est évidemment le propre du mécanisme capitaliste, mais du mécanisme humain. Je regardais le cours de bourse de GTT. Oui. C'était quelque chose qui était censé être un dividende yielder, un versement de dividende, un spin-off de Gaz de France. Bref, aujourd'hui, c'est une des meilleures perfs, et vraisemblablement pendant encore de longues années. Donc, il y a forcément des choses qui vont se dégager. Je parle des fabricants de pulls verts, mais c'est un peu une image d'Épinal pour dire il y aura des gagnants. Parce que les crises du capitalisme, c'est ça. Il y a des perdants, des gagnants. On l'a déjà vu avec le Covid. Est-ce que l'industrie pharmaceutique est vraiment en grand danger dans le... Aujourd'hui, le coût de l'énergie, oui, peut-être que c'est plus cher, mais ça, c'est plus cher pour tout le monde. Donc non, je pense qu'il va y avoir des opportunités, mais c'est une phase de transition. Être un peu plus sobre du point de vue énergétique, peut-être qu'on aurait dû l'être bien avant aussi, ouais. C'est sûr. Là, il y a une urgence. Mais voilà, là, il y a l'urgence, et l'urgence, pour le coup, l'urgence a toujours un coût un peu supérieur à ce qu'on imagine. Quand on regarde les résultats du deuxième trimestre et les discours attendus des entreprises, alors je le présente souvent comme étant une saison de publication attendue avec anxiété par les investisseurs qui se demandent si on va voir enfin un coup, je dis enfin, parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas tellement vu. Les marges sont au plus haut historique ou partent d'un niveau historiquement élevé. Est-ce qu'on va voir enfin le coût de tout ce qu'on décrit, de ces crises, dans les profits et dans les marges des entreprises? Est-ce qu'on va commencer à avoir un affaiblissement de la demande finale, des dépenses de consommation, des ménages ou des entreprises sur certains segments de consommation ou d'investissement? Est-ce que ça va être le trimestre vérité, ou est-ce qu'il ne faut pas trop en attendre encore pour l'instant? Très pondéré aux États-Unis, c'est la techno. Ouais. Donc les résultats des grandes valeurs techno, c'est très très important. Ça reste important. Et en Europe, en tout cas en France, c'est plus Total la première capitalisation boursière. Donc, voilà. Donc on regarde autant LVMH maintenant parce que c'est un indicateur de consommation. Je pense qu'on a une crise assez particulière au-delà de l'aspect géopolitique, énergétique. C'est une crise en même temps d'offres et puis un peu de demande. Puisqu'on voit bien qu'avec 10% d'inflation, ça va quand même manger une partie de la demande. Donc la crise d'offres, c'est résolvable, entre guillemets. C'est pas le même problème que la crise de demande. Mais si les deux se conjuguent, effectivement, pour une banque centrale, c'est très compliqué d'agir parce qu'en fait, on va contraindre encore plus la chaîne de production et de consommation. L'espoir, c'est qu'il y ait quand même un basculement. Donc, comme on ne peut pas acheter de voiture, on n'y consacre pas son budget, ou on dit, on attend que ça revienne. Et donc, ça se bascule vers les services, qui avaient été très pénalisés pendant le Covid. Donc, on est quand même dans des économies de services plus que de biens, dans les économies développées. Donc ça va soutenir quand même, je pense, un peu la demande. Jusqu'à quand? Peut-être cet hiver, parce que quand on va nous dire, les lampadaires, on les éteint plus, quand il y aura du rationnement, c'est quand même pas très bon pour un consommateur de se dire... Pour la confiance du consommateur, oui. Pas très bon. Ouais. Il y a le chômage qui tient... superbement, mais là aussi, parce que la composante offre, en fait, maintient une pression. Mais est-ce que tout ça va pas finir par créer quand même un peu de crise économique qui va créer du chômage, qui est un indicateur plutôt retardé? Mais la perspective que le chômage s'envole est un gros frein à la consommation. Bien sûr. Le sentiment de sécurité sur le marché du travail, c'est quelque chose de très important. Si les indicateurs se dégradent et qu'on perd ce sentiment de sécurité sur le marché du travail, c'est compliqué. Mais sur la tech, là,
Il y a eu un sujet de valorisation sur les marchés sur les 6 premiers mois de l'année. Le Nasdaq n'a pas beaucoup baissé, une trentaine de pourcents, c'est pas énorme par rapport à ce qu'il a pris depuis 10 ans. La baisse de 30%, on pourrait partir de 50, ça serait pas infamant. La baisse allons même jusqu'à 50% de baisse du Nasdaq, c'est quand même avant tout un de-rating. C'est quand même avant tout les prix et les valorisations qui se sont dégonflés. Il n'y a pas eu d'effondrement des profits des entreprises. Il y a eu des publications quand même plus moyennes de Netflix, notamment à la sortie de Covid, quand les gens ont commencé à rebouger, ils étaient moins devant leur écran. Il y a des effets techniques. Donc les earnings ont déjà baissé sur la tech ? C'est ma question. Ma question, c'est est-ce qu'il y avait un sujet de valorisation ? S'il y avait un sujet de valorisation sur les 6 premiers mois de l'année, clairement. Est-ce que maintenant, pour une partie aussi importante que la tech dans les indices américains, est-ce qu'il y a maintenant une question sur les earnings ou est-ce que la bulle des profits de la tech est toujours là ? Je prends le streaming, par exemple. Il y a 5-10 ans, il n'y avait que Netflix. Aujourd'hui, vous regardez l'offre. Et donc, Netflix se bat avec beaucoup d'autres gens. Donc, c'est le système capitaliste, c'est la concurrence. Donc, tant que le marché grossit, vous pouvez avoir un certain nombre d'acteurs qui créent du profit microéconomiquement, mais plus il y a de concurrence, je vous fais pas un dessin, le gâteau il doit à un moment ou un autre croître à un rythme moins élevé. Donc je pense que quand même la tech a moins d'allant que les 10 dernières années. Mais c'est normal, puisque il y a 10 ans, tous ces services quasiment... le nombre d'acteurs grossit plus vite que le gâteau, quoi. Naissait, mais c'est parce que les arbres ne montent pas au ciel, vous n'allez pas avoir 8 milliards de comptes Facebook, c'est naturel. Donc je pense que la zone... la vraie zone de fragilité, c'est là, parce que s'il y a une baisse des résultats, ça remet quand même pas mal en cause un grand pan de l'économie mondiale et de la domination des États-Unis et des indices boursiers, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est un peu, pas piégé, mais en termes de masse. Donc, c'est pas grave de perdre 50, entre guillemets, quand vous avez fait x16, comme on disait. Sauf que ça déplace des flux. Et donc, les flux, il faut qu'ils aillent autre part. Est-ce qu'ils ne vont pas être épargnés ? Donc, je dirais, la zone de risque des résultats... moi, aux États-Unis, c'est plutôt les valeurs tech. J'entends. En Europe... Les secteurs dont on parlait ne sont pas toujours ceux qui sont surdétenus. Je veux dire, l'énergie peut-être est plus détenue maintenant qu'il y a 2 ans, mais tous les portefeuilles étaient blindés de small, mid-cap et de valeurs du luxe, de grandes consos et de valeurs tech quand il y avait des portefeuilles américains. Peut-être que là, les gens ont racheté un peu de banques, mais moi, je pense que c'est pas surpondéré tout ça dans les portefeuilles. Est-ce que cette saison du deuxième trimestre va être... le moment de vérité que beaucoup dans le marché attendent, et je m'explique, je le disais tout à l'heure hors antenne, mais beaucoup de gérants attendent finalement ce qui ne vient pas, la capitulation des marchés actions, où on passerait par pertes et profits, on va dire, les résultats du deuxième trimestre, avec un phénomène de liquidation, de capitulation boursière. Est-ce que c'est ce qu'on peut voir sur ces publications du deuxième trimestre, ou est-ce qu'on n'est pas à ce moment de désespoir total des investisseurs ? Il y a dans le marché une idée qui court, même chez les épargnants ou dans la sphère médiatique, qu'un crack bis façon 2008, 2011 ou 2000 peut avoir lieu. Donc là, on n'y est pas encore en termes de performance. Mais ça nécessite soit un accident monétaire ou financier, ou un effondrement des profits. Mais moi, je ne pense pas que ce trimestre-là suffira. D'accord. Comment on gère cette situation ? Il nous reste 5 minutes, messieurs, là, pour le compte des clients que vous servez chez Vital Épargne, Igor. Il y a celui qui est déjà investi, il y a celui qui a du cash peut-être aujourd'hui. Où est-ce qu'on a envie de placer, d'allouer l'argent de ses clients aujourd'hui ? Oui, pour terminer sur le sujet inflation, en fait, on entend partout, les coûts, mes coûts augmentent même des entrepreneurs de plus petite taille. Mais en fait, on ne sait jamais vraiment de combien augmentent les coûts. Donc, c'est vrai que beaucoup d'entreprises peuvent passer. Et aujourd'hui, c'est un thème qui est tellement générique qu'on vous dit c'est plus 10, plus 12. Vous avez besoin du bien ou du service. On va dire, mais de toute façon, il y a de l'inflation, donc il faut que je le paye. Donc, c'est vrai qu'il y a un effet un peu pervers. On est dans la phase de l'illusion nominale. Au début. Parce qu'après, il faut publier. Quand on est coté, on voit les coûts, etc. Donc, c'est compliqué parce que tous les épargnants, nous, on les éduque en disant, il faut au moins faire l'inflation. Sinon, en termes réels, votre patrimoine se déprécie. Donc, il y a toujours, moi, je pense, dans le marché action, dans des zones différentes, mais même en Europe,
des actifs décotés. Personne n'attend je vais dire, des résultats exceptionnels de Stellantis ou du secteur automobile. Je veux dire, même si les analystes n'ont pas revu, parce que c'est vrai que la période... Ça se paye quoi? Moins de 5 Voilà, non mais... Deux fois. Deux fois. Voilà, si quelqu'un me dit, non, moi j'attends vraiment des bonnes surprises, non, on n'attend rien. Il y a beaucoup de secteurs où on n'attend rien. Donc je crois qu'on est plutôt... moi je trouve focalisé. Il y a un événement qui libérait le marché, parce qu'il y a deux choses. Le sentiment de marché et l'économie. On voit que l'économie, on en a parlé, bon, on a plutôt le sentiment qu'on ne va pas s'effondrer. Donc c'est plutôt rassurant. Après, il y a le sentiment de marché. Il y a un cessez-le-feu en Ukraine. Là, vous enlevez un couvercle, le marché il repart directement. On n'est pas prêt de ce cessez-le-feu, mais on l'a un peu oublié, puisqu'aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. À ce niveau de pression sur les marchés, il y a un risque de bonne nouvelle ou de bonne surprise non négligeable. C'est simplement de l'asymétrie de la mécanique des flux, même. Simplement, si les Allemands souffrent trop, l'Europe va peut-être dire, bon, là, nous, il faut qu'on arrête ce bain de sang énergétique parce qu'on n'arrivera pas à gérer la situation. Après, la fin de la guerre en Ukraine, ça ne nous ramène pas non plus à un niveau de relation avec la Russie qui permette d'envisager le... Je ne suis pas polémiste du gaz, ou politique. Je dis simplement que la grosse chape sur le marché, ça reste ça quand même. C'est quand même quelque chose qui nous habite, qui pourrit l'ambiance politique, économique, et derrière, il y a des gens qui meurent et qui souffrent. Donc, moi, je pense quand même qu'on parlait du risque politique sur l'Italie. Je pense que là, c'est vraiment une grosse chape pour le marché parce que ça dure et parce que ça continue à briser, à détruire des capacités de production, ce que n'avait pas fait le Covid. Donc, quand même, avoir ces scénarios, ces asymétries de risque, parce que les marchés vont très vite. Là où c'est pas forcément compliqué, mais ils vont très vite. Oui. Une forme d'hyper-efficience accélérée ils ont du fait le marché travail, qui est capable d'intégrer un scénario puis un autre en quelques heures ou quelques jours. Plus fait leur travail que certains gouvernants ou certains dirigeants. Oh, mais je suis ravi d'entendre ça ici. Non, mais, donc du coup, vous dites attention, risque d'asymétrie peut-être sur certains segments de marché, y compris même s'il y a des profit warnings, ça peut libérer. Et oui, mais c'est ce que certains de vos confrères attendent. Le moment où les mauvaises nouvelles ne font plus baisser. C'est-à-dire le moment où il y a cette espèce de purge finale. Voilà, on a intégré toutes les mauvaises nouvelles et on peut repartir. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne, et Thierry Leclerc, président fondateur d'AlphaJet Fair Investors, étaient les invités de Planète Marché ce soir.